Après avoir lancé le podcast pour de vrai en 2022, je me suis rendu compte que j'en connaissais assez peu sur l'histoire des luttes féministes en Suisse. C'est ainsi qu'est né Déguier le patriarcat. Il comporte déjà une série de 10 épisodes qui retracent les luttes féministes en Suisse de la fin du 19e siècle aux luttes actuelles. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre et de développer ce projet en donnant la parole à des expertes sur des thématiques en lien avec la condition des femmes en Suisse. Je suis Clémentine et vous écoutez Déguier le patriarcat. Déguiller, ça veut dire faire tomber. Ça veut dire tomber. C'est tomber, ça a déguillé, c'est... Il a déguillé, il est tombé, il a chuté. Que tu veux déguiller le patriarcat ? J'ai découvert le travail de Manon Roland sur son compte Instagram, @artmenstruel. Sur ce compte, Manon publie ses dessins sur les règles, sans tabou et avec beaucoup d'autodérision. Très vite, j'ai accroché avec ce style simple et incisif, et tout ce qu'elle est capable de transmettre en quelques dessins. Quand j'ai vu que Manon sortait une BD sur les règles, intitulée « Sans dessus-dessous », aux éditions Utopie, je l'ai immédiatement achetée, puis lue d'une traite. J'y ai retrouvé cet humour incisif, mais surtout, j'ai découvert le parcours de Manon, les douleurs terribles et les années d'errance médicale, les solutions maison qui permettent de survivre les jours de règles. Jusqu'à ce qu'enfin, un diagnostic soit posé sur son mal, l'endométriose. Manon a gentiment accepté de me rencontrer pour parler de sa BD et de son parcours. Dans cette discussion sans filtre, on parle de ce que la société fait peser sur les filles, de militantisme, de règles évidemment, vaste sujet trop peu abordé, et des tabous qui ne servent à rien et empêchent d'avancer. Toutes les informations pour vous procurer la bande dessinée Sans dessus-dessous de Manon Roland se trouvent dans la description de l'épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Et vous pouvez aussi passer sur mon Tipeee, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode, si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement. Vous écoutez Déguier le patriarcat. Allez, maintenant je vous laisse avec notre conversation. Salut Manon. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode de Déguier le patriarcat et merci surtout d'avoir accepté de parler de ton nouveau livre, la bande dessinée Sans dessus-dessous, qui est paru tout récemment aux éditions Utopie. Mais avant d'en parler plus spécifiquement, est-ce que je peux te demander de te présenter, de dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Bonjour, je suis Manon Roland, je suis graphiste illustratrice indépendante et maintenant autrice de BD. J'ai grandi et je travaille à Lausanne. J'ai fait la aide en communication visuelle et j'aime les chats et la musique. D'ailleurs, on est dans ton salon qui est littéralement recouvert de CD et de disques. Oui. C'est assez impressionnant. Et la musique, tu as eu un groupe ? Ouais, j'ai un groupe. Tu l'as toujours ? On est deux. On a Hear un Me groupe. Bleed. On fait des reprises et on rigole bien. Et tu es aussi DJ. Oui, je passe les disques du coup qui sont dans la pièce. Tu es aussi engagée politiquement. Oui. D'où vient ton engagement féministe ? À quel moment est-ce que tu situes le moment où tu as pris conscience peut-être déjà d'être une femme, d'être soumise au sexisme ? Quels ont été les moments déclics ? Je crois que le premier moment où j'ai compris ça, c'était dans l'enfance, je dirais assez tôt, au moment... Enfin, moi, j'avais des amis filles, j'avais des amis garçons. Puis, c'était juste des amis avec qui il y en avait que je faisais certains jeux, d'autres, des fois on faisait les mêmes. Enfin, c'était parce que c'était des enfants différents, puis qu'on faisait des jeux différents suivant nos caractères, mais ça s'arrêtait là. Et puis, que je me souviens, je crois que c'était en 4e année, quand j'avais 10 ans, j'avais un de mes amis avec... un de mes potes, tout ça, puis une fois des filles de ma classe m'avaient pris à part et puis m'avaient dit mais en fait machin c'est ton amoureux. Puis du coup je suis un peu là quoi, c'est quoi ce concept, enfin, et je crois que c'est la première fois où d'un coup j'étais là mais non, enfin c'est un enfant, enfin je suis un enfant, nous sommes des enfants. T'as pris conscience qu'il y avait alors, non mais bien sûr que je différence. savais qu'il y avait Oui, le truc bien fille-garçon, sûr, mais en fait pour moi c'était c'était peut-être une histoire vaguement d'organes génitaux.
mais plus loin dans la vie, pas plus que ça. Ouais. Dans ta bio sur ton site, tu as dit que tu avais découvert que tu étais une fille et que ça impliquait que la société avait 2-3 attentes par rapport à ce statut. C'est ça, Ouais. finalement, dont tu as pris conscience. Bah, les attentes, c'était... En fait, en vrai, elles étaient là bien avant, mais ça, j'en ai pas eu conscience. Mhm. Les attentes, c'est vraiment... C'est, ouais, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Autant, du coup, il y a ce truc d'habits genrés aussi, où faut t'habiller d'une certaine manière. Par le maquillage, tout ça, il y a quand même cette attente-là. Après, des choses plus implicites, parce que moi, tous ces commandements un peu, j'ai pas l'impression de les avoir eus de ma propre famille. J'ai pas beaucoup eu de mes parents et tout ça, c'est pas... Les rôles, ils avaient des rôles genrés, puis en même temps, ils avaient des trucs pas du tout genrés, mes parents. Enfin, c'était pas forcément une répartition vraiment classique. Mhm. Euh, et je sais que, par exemple, mon papa m'a toujours dit à quel point j'étais forte, comme un compliment, enfin, que c'était quelque chose de valorisé. Donc, par exemple, ça, je crois que une fille, ça peut être fort, ça a été un truc, du coup, qui a été intégré. Donc, ouais, j'ai pas l'impression que ça venait beaucoup de ma famille, par contre, Ouais, mais de de toute la l'extérieur. société. Ouais, on n'y échappe pas. Non, non, puis les dernières études, on dit c'est à partir de quelques mois, il y a Mhm. déjà des différences, comment les bébés prennent ou ne prennent pas les objets. Ah oui, sur la manière dont ils les attrapent. Oui. Non, mais que les garçons, prennent plus Qu'ils ont volontiers, plus vigoureusement. plus facilement. Ah oui. Non, et surtout simplement le prennent, plus se sentent plus D'accord. légitimes de prendre. Enfin, je cite c'est vraiment dingue. un peu très grossièrement. Non, puis surtout, moi, j'ai pas non plus été frustré dans mes envies. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu ma période rose de petite fille, princesse, enfin tout ça. J'adorais le rose. En fait, j'adore de nouveau le rose. C'est ça qui est bien. Et on m'a pas dit non. Enfin, je sais pas si ça faisait méga plaisir à mes parents, mais en tout cas, Mhm. ils n'en ont rien laissé apparaître. J'ai eu des habits roses, j'ai pu avoir tout ça. Après, j'adorais jouer dehors, grimper aux arbres, tout ça, jouer au foot avec mes potes au jardin. J'ai pu faire tout ça, j'ai adoré les Barbies, j'ai tellement joué aux Barbies, je racontais des histoires pas possibles, elles avaient toutes des personnalités, des histoires, enfin elles avaient là vraiment, elles avaient toute leur backstory, leur caractère, les relations passées qui avaient changé, enfin c'était un monde, et puis des fois elles pouvaient jouer dans des mondes parallèles aussi par exemple, dans un monde Ok. futuriste ou machin, enfin, mais elles gardaient leur même personnage, enfin bon, bref. J'ai joué à la maison de poupée, j'ai adoré ça, j'ai pas beaucoup joué aux poupons. J'aimais pas ça. J'ai joué aux petites voitures, j'aimais ça. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment une nécessité à empêcher les filles qui auraient envie de jouer aux poupées de jouer aux poupées. Le but, c'est pas de faire l'inverse, mais c'est vrai que même sans que à la maison il y ait des choses stéréotypées, ben, c'est sûr que la société nous formate quand même. Ouais. Et quand tu me dis que tes Barbie avaient des backstories et qu'elles avaient vraiment tout un univers, ça me fait penser aussi au fait que tu as créé des personnages de toi, des mini-Manon, qui témoignent aussi, d'après moi, de ton imagination débordante. Est-ce que tu peux parler un peu plus en détail de cet alter ego que tu t'es créé et pourquoi ? Alors à la base, les mini-Manon sont nés à l'époque du gymnase parce que je m'embêtais et puis d'une part je m'embêtais et de l'autre part il y avait des profs que je trouvais qu'ils étaient nuls, je trouvais qu'ils faisaient pas leur boulot, qu'ils étaient injustes. Enfin, ça m'énervait beaucoup et puis j'avais l'impression de pas pouvoir faire grand chose. Donc j'ai commencé à dessiner cette mini Manon pour pouvoir les torturer sereinement dans les marges de mes cahiers. Voilà. Donc c'était vraiment une manière de Défouler. te défouler. Ouais. complètement. La violence, c'est mal. Ce n'est pas la solution. Voilà. Et donc c'est aussi par le dessin qu'ensuite tu as pu manifester ton engagement féministe. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des prémices en fait des dessins qui sont dans la BD sur les règles. Ils ont commencé quand j'ai rejoint le groupe Féminista, l'association féministe, qui n'existe plus vraiment maintenant, mais dont les membres sont toujours actifs dans plein d'endroits différents. Et puis, en fait, j'ai rejoint, c'était au moment de la votation pour restreindre le droit à l'avortement, pour le retirer, en fait,
du remboursement, enfin de la caisse de base. Et oui, c'était financer l'avortement est une affaire privée. C'est ça, exactement. Ah, ah. Qui a été refusé par le peuple à près de 70%, heureusement, en 2014. Voilà. Et en fait, c'est pendant ces séances que j'ai commencé, parce qu'on parlait, on organisait la campagne, tout ça. Et en fait, j'ai commencé, je faisais des petits dessins un peu dans les marges, en réagissant en fait aux choses qui étaient dites. D'ailleurs, le premier dessin qui a été fait à ce moment-là, c'était la question de... Bah, bien sûr, la plupart de nous étions des personnes perçues comme femmes. Et il y a la question, on dit en anglais du tone policing, de comment on s'adresse, de comment on parle pour être entendu, parce que si on s'énerve trop, hystérie, si on crie trop, hystérie, si on est trop gentil, on se fait pas entendre, etc., etc. Et il y avait toute cette discussion autour de voilà, comment faire passer nos idées pour pas faire peur aux gens, mais quand même être un peu pédagogue et tout. Et en même temps, on était là, mais ras-le-bol de la pédagogie, quoi. Enfin, à un moment, merde. Ouais. Et en fait, j'avais fait à ce moment-là de cette discussion, vraiment dans un coin, j'ai fait cette mini Manon avec une batte de baseball qui dit, puis le surtitre c'est pédagogie. Et puis la mini Manon avec sa batte dit j'ai envie de changer de méthode. Ouais. Et en fait, c'est ce dessin, il a fini en fait sur les t-shirts de la grève de 2019, des années après. Génial, ah ouais, j'ai pas vu ça. Mais il avait été fait dans un petit calepin comme ça, puis en fait, à partir de là, ils ont dit mais en fait, faut que tu fasses des dessins pour la campagne. J'ai dit bah ouais, en effet, c'est quand même ça que je sais mieux faire, c'est des petits dessins rigolos quoi. Et donc j'ai commencé à faire des petits dessins là autour, qui ont été utilisés sur les réseaux sociaux. Et ça a été un peu en fait le prémisse de ces BD, parce qu'après j'ai continué. T'as créé le compte Art Menstruel sur Instagram. Un peu plus tard, ouais. D'abord je l'ai posté sur mon compte Instagram perso, et puis un jour une copine qui est beaucoup plus versée que moi dans la maîtrise des réseaux sociaux, et qui généralement gère un peu mon être, m'a dit non, maintenant c'est fini les conneries, tu fais ça bien, tu fais un compte dédié, tu mets que les dessins qui font des mini Manon, rien d'autre, et puis tu fais de la com là-dessus, ça suffit, vas-y. J'ai beaucoup râlé, j'ai passé une soirée, je l'ai fait, je venais et puis remettre tous les dessins, et puis voilà. Et donc sur ce compte Art Menstruel, et après dans ton livre, tu parles avec beaucoup d'humour, mais d'un sujet quand même très sérieux, les règles. Donc tu parles des hormones, tu parles des douleurs, tu parles aussi de la mauvaise prise en charge médicale dont tu as fait les frais, entre guillemets. Donc tu en parles avec beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Et ça fait du bien à lire, en fait, parce que les règles, c'est vraiment un sujet tabou, et il y a beaucoup de petites BD ou d'images sur lesquelles on peut se relayer, je sais pas comment, j'ai pas le mot en français là maintenant. Se reconnaître, merci. Se reconnaître, et ça aide vraiment à dédramatiser finalement certains moments qu'on peut vivre toutes, je pense, avec les règles, et qui sont souvent encore tabous. Donc déjà, merci pour ça, c'est vraiment chouette. Et par sujet sérieux, je voulais dire vraiment que ça était pour toi une réelle épreuve, enfin vraiment cette découverte des règles, et puis ensuite tout ce cheminement par lequel tu es passé. Bah, c'est vrai qu'une des premières choses, on parlait de comment j'ai découvert le sexisme, et puis je pense que vraiment le déclencheur, ça a été mes premières règles, où tout d'un coup, en effet, il y avait toute cette injustice liée à ça, au fait que j'avais mal, que c'était, que limite c'était dans ma tête, et puis que j'avais qu'à supporter parce que c'était comme ça. Qu'il fallait faire une attention hyper visible, un fil de tampon qui dépasserait à la piscine, une goutte de sang quelque part, c'était la fin du monde. Surtout ne pas avoir de taches. Ah non, surtout pas, quoi. Ne pas dire qu'on a ses règles, vraiment ce truc hyper lourd. Donc en même temps, d'un côté tu morfles, puis de l'autre, faudrait pas trop que ça se voit. Puis il faudrait faire ça gracieusement pour avoir cette charge mentale de devoir faire attention, de penser à toujours avoir une protection avec soi au cas où. C'est ça. Et puis aussi, pour moi, il y avait vraiment ce truc de la société. À 11 ans, on te dit, OK, maintenant tu es une femme.
Puis déjà, t'es un peu là, genre, une femme, pas sûr. D'ailleurs, 37 ans, je suis toujours pas sûr. Et on me dit, bah en fait, t'as des règles, tu vas pouvoir faire des enfants. Putain, puis là, genre, non, mais j'ai 11 ans, je suis un enfant, je vais pas faire des enfants. Mais ce truc, cette prémisse, elle est là. Ouais. Et là, moi, j'ai eu l'impression que je vivais une injustice gigantesque parce que je voyais mes camarades hommes qui se étaient posent là, pas de questions. pip, là, là, boum, boum. Et ça, j'avais trouvé affreux. Et aussi, ben justement, là, on parle de corps médical. Mon histoire finit bien, entre guillemets, enfin, n'est pas finie, bien sûr, mais finit bien aussi grâce à certains membres du corps médical, mais j'en ai connu beaucoup d'autres avant qui m'ont plutôt permis une longue errance avec tu le à racontes base dans la BD, de réponses, bah oui, les règles ça fait mal. Et puis toujours ce truc où, à partir du moment où on est une femme, on affabule, on n'est pas, on ment, on exagère. On exagère les douleurs. Mais ouais. Et pour tout, quoi. On parle de viol, on ment. C'est pour tous les aspects. Ça, la parole des femmes, que ce soit si compliqué, c'est dingue. Mais il n'y a pas... Ouais, on nous refuse toujours la moyenne ou l'entre-deux, je sais pas comment dire. La tempérance. Ça a toutes les conséquences qui font qu'on fait beaucoup moins de recherches sur les maladies qui sont spécifiques aux femmes. Enfin, ça a plein de conséquences dans la vie, finalement. Ah ouais, alors très concrète, quoi. Moi, ça m'avait... dernièrement, je crois que maintenant ça a changé, mais cette histoire où on testait, je crois que ça a changé, on testait beaucoup moins les médicaments sur les femmes, parce que, c'est bourré d'hormones, ces petites choses, et puis les médicaments, ils interagissent pas toujours la même chose avec les hormones, alors ça embête un peu, alors du coup, on teste sur les hommes, mais en fait... Du coup, on fait pas des médicaments qui fonctionnent bien pour les femmes. On sait pas vraiment, et notamment les antidouleurs. Moi, j'étais là, mais c'est pas possible, je me prends des doses massives d'antidouleurs, je passe de « je m'évanouis » à « je suis réveillé ». C'était la seule différence, enfin... Et alors que je voyais les hommes autour de moi, ils ont un mal de tête, ils prennent un antalgique, puis puis voilà, c'est bon, ouais. Je suis un peu là, quoi. C'est dingue, ouais. Et puis, par rapport à cette errance, tu expliques aussi que devant la non prise en charge médicale, tu es passé par tout un parcours de méthodes que tu as testé, soit des méthodes de médecine douce pour essayer de soulager tes douleurs de règles qui étaient vraiment invivables, et puis que tu as réussi à finalement trouver des choses un peu perso pour soulager, ou je sais pas si on peut dire soulager, mais rendre un peu plus supportable ces jours de règles. Par quoi est-ce que tu es passé exactement avant d'arriver à finalement, bien plus tard, ce diagnostic dont on va parler? Donc j'avais mal. Donc au début j'étais jeune et je me disais que c'était pas normal et puis que j'avais plus envie d'avoir mal. Mais du coup j'ai essayé pendant des années, en effet beaucoup de choses. J'ai pris la pilule qui a fait effet puis plus fait effet. J'ai fait de l'acupuncture qui faisait effet, mais qui faisait effet seulement si j'y allais le jour d'avant mes règles. Et comme j'étais ado, mes règles n'étaient pas régulières, c'était un peu compliqué à gérer. J'ai essayé de l'homéopathie. Je sais pas comment ça s'est passé. Je crois qu'à un moment c'était pas possible. Tout, quoi. Il y a aussi, et c'est une vraie histoire. Je me suis vraiment retrouvé dans la BD. Il y a je dis des trucs plus ésotériques. Et en effet, je me suis retrouvé avec une guérisseuse. Je sais pas, avec un cône d'encens dans le nombril pour purifier les mauvaises énergies. Enfin. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Soyons honnêtes, ça n'a pas marché. Mais voilà, donc j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Mais quand on est désespéré, on est prêt à. Ah ouais, tester, j'y suis allé, j'ai payé de ma personne. C'était drôle. Puis au bout d'un moment, en fait. Oui, puis après, il y a aussi toujours ce truc, mais ça, toute personne qui a une maladie. Comment on dit? Je ne sais plus parler. Qu'on a tout le temps, une maladie... Chronique. Chronique, merci. Toute personne qui a une maladie chronique le dira, tout le monde a toujours un avis, une proposition à faire. Ah, mais t'as pas essayé ça. Mais attends, j'ai cette super teinture de machin, si tu la prends en faisant 3 fois le tour du pâté de maison sur un pied, les soirs de pleine lune, ça marche super bien. Puis au début, t'es là, trop bien.
Tu fais tes tours de pâté de maison sur un pied les soirs de pleine lune avec ta peinture. Puis en fait, à la 50e fois qu'on te propose une Xème plante, médicaments, machin, tout ça, t'es un peu là genre... La fatigue. Enfin, j'en ai marre. Enfin, la fatigue d'essayer que ça marche pas, la fatigue d'avoir l'espoir et que ça marche pas. Puis au bout d'un moment, aussi la fatigue des conseils non sollicités. À un moment, je me suis juste résigné. J'ai fait ok, basta. Enfin, j'ai essayé tout ce que je pouvais, ça marche pas. Telle est ma croix. T'as trouvé tes petites techniques perso pour. Mais mes techniques perso, c'était du confort. Ça amenait un peu plus de confort. Mais voilà, c'est vraiment ce truc de aussi, c'est l'attente qu'il y a. Enfin, comme elles sont basses, c'est-à-dire que moi, ça me permettait. C'était la différence entre faire un malaise vagal et avoir très mal. C'était ça la différence. C'était la différence entre pouvoir vraiment respirer ou être en train de hurler, quoi. Ouais. C'est vraiment, effectivement, les attentes sont vraiment très basses, mais tu as quand même fini, après des années d'errance, par trouver une gynécologue qui t'a posé un diagnostic sur ces douleurs. Mais j'ai l'impression... Mais tu as dû insister. C'est ça. Je pense que oui, il y a une question, on en parle un peu plus, mais 3 ans avant mon diagnostic, 2-3 ans, j'étais déjà allé voir quelqu'un, une gynéco, en lui disant « Mais en fait, ces douleurs, il y a quand même tout qui correspond. » Puis elle avait un peu balayé ça en disant... de toute façon, si vous vous doutez que c'est ça, on va d'abord enlever le stérilet. Ce qui n'était pas faux en soi. C'est juste, je sais pas pourquoi elle a dit ça comme ça, un peu brutalement. Et moi, à l'époque, pour plein de raisons, ma sexualité était compliquée. Et du coup, qu'on me dise un peu genre, en fait, on va t'enlever ton seul moyen de contraception que tu supportes. J'étais un peu là genre, non, on n'y touche pas. J'aurais fini par enlever mon stérilet parce qu'en effet avec une endométriose ça marche pas du tout, mais ça c'est plus tard. Puis elle avait fait un peu genre de toute façon si vous avez pas mal hors des règles c'est pas ça. Et puis après elle m'avait quand même envoyé faire un ultrason. Et puis voilà, il n'était rien apparu à l'ultrason parce que à moins d'avoir des lésions de la taille d'une petite maison, généralement ils n'apparaissent pas à l'ultrason. Ouais. C'était peut-être pas la bonne image, une petite maison. Mais enfin, bref. Revenons à nos moutons. Pour revenir, est-ce que tu es d'accord d'expliquer ce que c'est, l'endométriose, comment ça vient et quel effet ça a? Alors, l'endométriose, c'est une maladie donc rigolote. Non. Où, en fait, il y a des cellules de l'endomètre qui, normalement, sont à l'intérieur de l'utérus et font leur petit job avec les hormones, c'est-à-dire de créer le petit nid confortable dans lequel l'œuf fécondé viendra se poser et se développer pour créer un petit être vivant, un miracle de la vie et tout. Et donc, ce petit nid se fait chaque mois grâce aux hormones qui montent et qui descendent et tout ça. Et normalement, tout se passe dans l'utérus, sauf dans le cas de l'endométriose, il y a des cellules de l'endomètre qui se disent « ça a l'air super ailleurs, on va aller visiter le reste du corps humain » et qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus qui est fait pour ça, et qui se retrouvent, ça peut aller jusqu'au poumon, par exemple. C'est dingue. Et le problème, c'est que comme elles sont toujours liées aux hormones, ces cellules, elles vont continuer de faire le boulot qu'elles font, de créer leur petit nid, et puis à la fin du mois, s'il n'y a pas eu de fécondation, de s'éjecter. Mais sauf qu'elles ne peuvent pas s'éjecter. Non, parce qu'il n'y a pas de trou. Ouais. Et donc, elles vont continuer à faire ça, sauf dans un environnement qui n'est pas fait pour ça, donc ça va créer des lésions. Et puis, le problème, c'est que il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas, l'endométriose. Il y a la version... Alors, moi, j'ai la version light. Ouh. Donc, c'est généralement... La plus répandue, c'est celle... en fait, en gros, c'est au fond de la paroi utérine. Et puis, moi, j'ai une lésion de 2,5 cm, 3 cm environ, de diamètre. Ce qui est une petite lésion, en fait. Ouais, ça a déjà l'air assez hardcore comme ça, mais... Ouais. Bon, on sait jamais. Après, c'est très personnel, la douleur. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas forcément... Enfin, des fois, c'est pas la taille de la lésion ou la quantité qui va déterminer forcément la douleur. C'est très... C'est variable, toutes complètement. différentes, c'est super.
Enfin bref, et dans certains cas, justement, ça peut faire des lésions, et puis après, le problème, c'est que ça peut, quand ça se fait pendant très longtemps, ça peut aller jusqu'à percer, en fait, les organes, et puis si ça perce l'estomac, c'est pas génial pour la survie de l'espèce. Généralement, on meurt. Donc on veut pas ça. Généralement, c'est mieux. Effectivement, Et dans les poumons, même chose. C'est pas terrible comme effet sur préserver la préservation de la vie, toujours pas. Et aussi, dans certains cas, ça peut agglomérer un peu en fait les organes entre eux. Créer des adhérences, ça c'est pas bon non plus. De nouveau, pas bon pour la survie. Un peu mieux que les trous, mais pas terrible. Et donc, une fois que tu as eu ce diagnostic de l'endométriose, bon déjà j'imagine que c'est un soulagement d'avoir rien que de mettre un mot. Après, que moi, je trouve sois quand même, reconnue. je disais, on en parle plus, mais moi, c'était aussi que j'avais à 37, j'avais 36 du coup, mais j'ai eu enfin la confiance en moi pour dire, en fait, maintenant, stop, c'est pas normal, j'en ai marre, j'ai envie de connaître ce que c'est un corps sans douleur avant d'avoir la vieillesse, et puis les douleurs inhérentes à la vieillesse, qui, ça c'est comme ça arrive. Mais là, j'en ai marre, je suis en pleine forme. Surtout aussi, vraiment, j'étais en pleine forme. Enfin, je suis en pleine forme. Mon corps, il fonctionne bien. Enfin, je fais du sport, je suis souple, j'ai du souffle. Enfin, je fais des trucs super. Enfin, je veux dire, je me déplace à vélo à Lausanne. Pas un vélo normal, quoi. Pas avec un moteur. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas mal. C'est clair. Je veux dire, je suis pas une sportive de haut niveau, mais disons que quand même bien, quoi. Bon corps, bravo, merci, quoi. Et donc... je me sentais en pleine forme, mais toujours ces douleurs. Donc à un moment, j'ai dit, non mais en fait, merde, j'en ai marre. Et c'est aussi que j'ai eu la confiance en moi pour aller... j'ai changé de gynéco, et puis je suis arrivé dans son cabinet, je fais, écoutez, je suis désolé, ça tombe sur vous, mais en fait, voilà, maintenant je veux savoir ce qui va pas, donc je vais camper dans votre cabinet jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Et puis elle m'a pas fait, ouh là là, au secours, partez immédiatement. Elle m'a dit... Très bien, asseyez-vous, on va en discuter. Et puis, enfin, puis en 2 mois à peine, j'avais le diagnostic. T'as eu ton diagnostic. C'était simple, et finalement. C'était bien l'endométriose. Bah ouais. C'est drôle parce que le dernier rendez-vous que j'ai eu avec ma gynéco, on s'est beaucoup congratulé parmi. J'avais dit à quel point c'était une super gynéco, que je la remerciais, puis qu'elle était là, mais à quel point j'étais une super patiente et qu'elle me remerciait. Parce que ce qu'elle disait, en fait, et je trouve intéressant parce que pour moi, comme je disais, j'ai essayé énormément de choses. Mais quand on a un diagnostic, en fait, j'avais un rendez-vous, elle m'a expliqué le diagnostic, et là, elle m'a dit, voilà toutes les solutions. Mais vraiment. Un panel de solutions qui s'ouvre à toi. Ultra large, de trucs, naturopathe à l'opération. Qu'on t'avait jamais proposé avant. Ou pas. Si on savait pas ce que t'avais. Ouais. Enfin voilà, mais là vraiment genre un panel de propositions, de différentes intensités, de manières de tout ça. Et puis elle m'a dit, il y a tout ça, on ne sait pas ce qui marchera ou pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit dans 2 semaines, vous réfléchissez, moi je vous ai présenté les options, vous y réfléchissez, vous faites vos recherches aussi de votre côté, et on se revoit dans 2 semaines et on discute par quoi on commence. Mais peut-être que ça va pas marcher du premier coup. Puis moi j'ai entendu ça, et puis c'est vrai que j'ai dit, ok, on va essayer, quoi. Et go, et puis j'ai eu énormément de chance parce que j'ai choisi entre guillemets deux choses qui me parlaient et qui ont fonctionné tout de suite. Enfin, le temps qu'elles fassent effet, mais qui ont fonctionné tout de suite. Mais c'est vrai que moi j'étais partie dans un truc où malgré tout j'étais encore prête à aller et à essayer, quoi. Mais en effet, parce que maintenant je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que c'était pas dans ma tête, parce qu'il y a aussi tout ça, je trouve. Mais déjà cette reconnaissance, c'est un soulagement. Mais c'est tellement énorme, la reconnaissance, et surtout ça change. C'est une image de moi-même qui a complètement été changée. Parce que du coup, j'avais cette image de... en fait, je suis trop sensible, je supporte rien, je suis compliqué, je fais chier le monde. Enfin, ça donne cette image de soi, finalement, quand on est tout le temps nié dans son vécu, dans son ressenti. Oui, qu'on finit par le croire soi-même. Ah ouais, je suis trop sensible, puis je suis un peu faible, quoi. C'est bon, je fais du kickboxing, je me prends des coups dans la gueule, je suis pas faible, et peu importe, on n'a pas besoin de ça pour ne pas être faible. C'est clair. Mais tout d'un coup, ça change vraiment aussi l'image de soi.
Tu le dis aussi dans ton livre, dans ta BD, que finalement tu t'es découverte aussi autrement. Découverte une personne qui pouvait faire des choses. Je crois que tu dis mais je suis sortie pendant 3 jours cette semaine. Ou... Non, mais c'est que tout d'un coup, en fait, j'ai réalisé que l'espace mental que ça me prenait. Ouais, et le c'est ça, temps, la fatigue. l'énergie que ça me prenait. Je veux dire, je pense que n'importe quelle personne à qui on dit tu as une maladie chronique, imagine bien que ça prend la tête et puis de l'espace et de l'énergie. Et en fait, pendant 22 ans, j'ai vécu avec ça sans me rendre compte en fait que c'était en fait, 24 ans. Quand ce poids est enlevé, tu te rends compte de tout l'espace mental que ça prenait. Ah ouais, et c'était hallucinant. Et d'un coup, j'avais beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de... Mais là, ça m'hallucine. Là, ces 2 dernières semaines, j'abats un de ces boulots. Ah ouais. Mais c'est de la folie. Puis je suis un peu là, mais non, mais je suis en train de me faire... je suis à la limite du burn-out, je suis en train d'exagérer, puis non. Je dors bien. Matin, je me réveille, je suis bien. C'est juste que j'ai tellement plus d'espace mental, tellement plus d'énergie. C'est dingue. C'est hallucinant, quoi. Et donc ça a tout à fait changé ma vie. Pour revenir un peu sur ta BD, mais plutôt sur l'aspect humoristique, parce que là, on parle beaucoup de choses sérieuses, mais il y a beaucoup de choses très, très drôles. Et des choses qui sont quand même aussi assez tabous, finalement. Tu parles d'un truc, je ne savais pas si j'allais oser la question, mais je me suis dit que j'allais l'oser. Tu parles d'un truc dont on ne parle pas assez pendant les règles, c'est le caca, entre parenthèses, mou. Le caca mou. Et c'est bête, mais... Je vais faire une confession, j'ai toujours la diarrhée le premier jour de mes règles. Mais je ne savais pas qu'on l'avait toutes. Et depuis, je suis allée chercher sur Google et alors, en fait, c'est un vrai truc et c'est les prostaglandines qui font ça. La prostaglandine, on la déteste. Maintenant, je le sais, mais c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Jamais, ni avec des copines, ni avec personne. J'ai dit, et puis, quand t'as tes règles, t'as la diarrhée, personne fait ça. Et ça fait du bien de savoir qu'en fait, on n'est pas seul. Et donc, merci déjà de m'avoir fait prendre conscience de ça. Mais tous ces tabous qu'il y a autour des règles, et il y en a encore beaucoup, je pense. Mais c'est ça, pour moi, il faut... Enfin, on peut parler de tout. Le tabou n'a aucune raison d'exister. Enfin, bien sûr qu'un discours peut être... Enfin, je veux dire, je vais pas parler la même chose des règles à une personne de mon âge qu'à un enfant de 7 ans. Mm-hmm. Bien sûr qu'on peut adapter le discours, mais en vrai, il n'y a rien qui ne peut pas être dit. Mais je suis totalement d'accord avec toi, mais entre être d'accord avec ce concept et entre l'appliquer dans la vie, je trouve qu'il y a quand même une différence et c'est pas toujours simple, quoi, vraiment d'aborder certaines thématiques. Et comme tu le fais sur le ton de l'humour et avec des dessins, je trouve qu'en fait ça passe hyper bien. Mais ça, c'est aussi, le fait de parler de ces choses, pour moi, ça découle directement de mon militantisme, parce que toujours avec ce groupe féminisme. On a eu une soirée absolument mythique qui a donné naissance à plein de projets et qui, en fait, on a eu une discussion mais à bâton rompu dans un bar. En plus, c'était un tout petit bar. Il y avait 2 serveurs qui, je pense, ne savaient plus où se mettre. On a abordé tous les sujets de la sexualité, des règles, tous les trucs dont on parlait en fait pas assez, mais on a parlé masturbation, mais vraiment le truc, mais sans tabou, à bâton rompu, et cette discussion, mais je crois qu'elle nous a toutes secouées, parce que on se rendait compte qu'on avait des vécus tellement semblables, et en même temps, qu'on était toutes tellement différentes, que notre rapport au corps, par exemple, quand on parlait de masturbation, de ce qui nous excitait, de la manière dont on le faisait, tout ça, tout était tellement différent. Et qu'en même temps, par exemple, pour le sexisme et tout ça, tout était tellement semblable. Pareil, ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, pendant cette discussion, on s'est dit des choses. Et par exemple, c'est là que j'ai appris que, par exemple, moi, je faisais des cystites à répétition depuis le début de ma sexualité, quoi. Mais vraiment, je pouvais me faire des cystites, après je faisais une mycose, puis après je refaisais une cystite, puis après je refaisais une mycose. Super, beaucoup de bonheur. Et en fait... Donc ça faisait, je pense, 7 ans que j'étais sexuellement active. Et ce jour-là, quelqu'un fait « Ah, mais tu vas faire pipi après le rapport !» Puis j'étais là « Non, pas plus, si j'ai besoin, mais pas plus que ça. » Elle m'a dit « Mais il faut toujours aller faire pipi après un rapport. Enfin, si t'es sujet au cystite, après tu peux... » Enfin, bref, ça dépend de nouveau
on a toutes pas le Oui, même c'est corps. pas une bla, généralité, bla. mais c'est vrai que ça peut aider à... Mais purée, ça faisait 7 ans que j'avais des cystites à répétition. Personne ne m'avait jamais dit ça. Oui, mais c'est ça, mais parce que là aussi, il y a un tabou et en fait, je pense qu'on apprend toutes les choses comme ça, un peu au hasard, au gré des... Mais bon, c'est quand même un gros truc Bah de ouais, santé. non, Je mais me c'est suis clair. bouffé des antibiotiques à Ouais. boulet pendant 7 ans. Ah oui, parce que aussi le truc que j'ai fini par apprendre, c'est qu'en fait, on me disait toujours qu'il fallait faire hyper attention et prendre des antibiotiques parce que ça pouvait remonter dans les reins et faire une Ah périnéphrite. oui, ouais. Ce que j'ai appris des années après, c'est qu'en fait, de nouveau, c'est un truc injuste. Il y a les personnes qui font des cystites et il y a les autres. Puis après, dans les personnes qui font les cystites, il y a les personnes qui font des périnéphrites et il y a les autres. C'est qu'en gros, si tu es sujet au périnéphrite, en gros, tu vas faire ta première infection urinaire, tu vas t'en faire une directe de périnéphrite. Ah, donc si t'en as jamais eu, Si c'est que t'en as t'en auras jamais pas. eu, bien sûr que c'est pas complètement Mhm. à mettre de côté, Impossible, ça ouais. peut arriver. Mais en gros, il y a tellement peu de chances que ça arrive que t'es pas obligé de sauter sur les antibiotiques. Tu fais attention aux symptômes, tu regardes bien que tu fais pas une poussée de fièvre, que t'as pas tout d'un coup d'autres symptômes de... Voilà, que tu bois bien, enfin que tu peux prendre des antidouleurs, de la vitamine C ça aide pour les douleurs aussi pour la cystite, enfin bla. Mais qu'en fait, tu fais attention à ne pas avoir de symptômes d'infection. Ouais. Et a priori, t'as pas besoin de prendre d'antibiotiques, t'attends que ça passe, à moins que ce soit vraiment trop inconfortable, trop douloureux. Là, tu peux aller prendre des antibiotiques, on est d'accord, mais tu vas pas risquer la périnéphrite et mourir. Ouais. Donc je me suis fait 7 ans d'antibiotiques à boulet pour rien. Mais là aussi, Et en plus, j'aurais pu l'éviter en sachant juste qu'il fallait aller pisser. il y a une forme de désinformation ou vraiment, en fait, c'est le tabou, quoi. Finalement, Mais oui. le tabou autour de la sexualité, autour des règles, enfin, ça a vraiment des conséquences, finalement, très palpables, des conséquences concrètes, ouais. pas juste, on peut pas en parler. Ça a des Ah conséquences... non, mais sur la santé, sur la Mhm. vie, quoi. Enfin, sur Ouais, la... non, mais c'est ça peut ça, être des c'est questions de vraiment vie et de sur, mort, quoi. Enfin, littéralement. C'est clair. Ouais, et puis à ce moment-là, je me suis dit, non mais merde, enfin, ça sert à rien de pas parler de ces choses. Ouais. Enfin, puis c'est... Voilà, moi je crois que, enfin, devant des problèmes comme le sexisme, le racisme, enfin tout ça, on est souvent, enfin, on se sent tout petit, on sait pas forcément ce qu'on peut faire. Bah voilà, ma réponse à moi, c'était de dire, bon, bah, je peux faire des petits dessins, Mhm. je peux être didactique, un peu pédagogique, un peu rigolo. Puis en même temps, j'ai besoin de me défouler Ouais. parce que je suis très très énervé tout le temps. Et voilà, et ça a donné ces dessins. Est-ce que tu as eu des réactions de la part des gens? Des réactions positives et ou négatives? Est-ce que des personnes ont été choquées, ont dit que tu pouvais pas parler de ça ou... Alors, je pense aussi que je suis pas méga connu non plus, donc les réactions, elles sont uniquement positives. Génial. Ouais. Et c'est vraiment, depuis le début, c'est trop ça. Enfin, le caca a beaucoup de succès Ah parce oui. qu'en effet, Mais c'est vraiment, moi, c'est le truc. C'est bête, hein, mais j'avais même jamais pensé à en parler. C'est un truc, c'est chiant, mais bon, voilà, je vais quand même pas aller parler de mes diarrhées aux gens. Enfin, moi, je parle toujours de mon caca et aux maintenant, gens. je parle de mes diarrhées dans un podcast. Ah yes. Ah, je suis hyper heureuse. Merci. Moi, ce truc de découvrir qu'on n'est pas seul avec quelque chose, Mhm. bah, en effet, le truc, il s'allège vachement. Ouais. Et puis, ben, de toute façon, pour moi, les changements, ils peuvent venir que du collectif. Enfin, c'est que la force Mhm. collective Complètement. qui change les choses, qui fait changer les choses. Et pour que les changements se fassent et que le collectif avance, ben, il faut que le collectif soit informé. Et d'être toute seule, chacune de notre main, à se dire genre, pourquoi je tout ça, ben, ça permet pas d'avancer. Ça permet pas d'avancer, exactement, ouais. Après, j'ai encore une question un peu plus pratique. Alors, il faut savoir que je suis ancienne libraire et bibliothécaire, donc tout ce qui touche aussi un peu au monde de l'édition, ça m'intéresse. Et je voulais savoir comment on passe d'Insta, finalement, où tu publiais tes dessins art menstruel, donc sur les règles, à un livre papier édité. D'ailleurs, une très jolie édition avec une couverture, enfin une reliure en tissu. Enfin, il est vraiment, en plus, c'est un bel objet. J'ai pu tout choisir, c'était super. Ah, ça doit être trop cool. Ça doit être trop bien. Donc, je le rappelle, ton livre est publié aux éditions Utopie. C'est une petite maison d'édition lausannoise. Comment est-ce que tu es passé de tes dessins sur Insta à cet objet livre édité, publié
et qu'on peut trouver en librairie? Alors, la chance, principalement. Moi, je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux, parce que c'est pas moi qui ai fait des démarches pour quoi que ce soit. C'est en 2022, fin 2022, je me suis dit 2023, peut-être je me sors un peu les pouces et puis ce serait bien de faire une parution. Voilà, je me mets ça dans un coin de la tête et c'était début 2023 ou je sais pas quoi. Mon éditrice me contacte genre hey, tu voudrais pas faire une BD avec moi? Mais j'étais un peu là, bah ouais, super, faisons ça. Ok, génial. Vraiment, moi j'ai l'impression d'être un peu un petit oiseau dans son nid qui tout d'un coup est genre tiens j'ai un peu faim, j'ouvre le bec et puis il y a un autre oiseau qui passe avec un verre à ce moment-là puis qui me le file puis je suis un peu là, ah, cool. Donc elle avait découvert ton compte Insta et... C'est drôle parce qu'on se connaissait un peu de loin de l'adolescence du métal et de... Ok, voilà. Et finalement après, les choses se sont pas alignées. revus, et Ouais. puis ça, par une connaissance commune, et ouais, elle a découvert mon compte et puis elle est venue, puis vraiment, elle m'a donné carte blanche. Ok, Moi, génial, vu que je suis ouais. graphiste, moi j'ai un peu ce biais de, enfin si on vient me demander quelque chose, je suis là, oui, alors c'est pourquoi, t'as besoin de quoi, enfin je suis... Un cahier Je suis des une- charges. Ouais, ouais. enfin, je suis une designeuse, donc je vais être au service d'eux Mhm. généralement. Ouais. Et puis elle a fait un peu genre, bah non, tu fais ce que tu veux. Et là, Je c'est suis toi qui dois tout décider. Comment ça, je fais ce que je veux? Au secours. Ça a été un peu un stress ou Non. non, mais t'as bien réussi. Franchement, Non, je ça a crois été, qu'on peut pendant un dire. moment, ça a été un peu genre, ouais, genre, ah, attends, alors je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Puis après, il y avait une question, enfin, ça s'est mis en place, et puis elle m'a pas, c'est pas qu'elle m'a, non, elle m'a super bien accompagné, elle m'a pas juste jeté, genre, tu fais ce que tu veux, démerde-toi, c'était pas du tout ça, hein, Mhm. c'était Non, la c'est plutôt la liberté liberté, avec, mais avec on le te soutien, guide, ouais. avec le service soutien psychologique, genre Camille, je sais pas quoi faire, j'ai paniqué, c'est d'horreur et tout. J'étais, non, mais ça va aller, blabla. Donc elle a fait ça très bien. Moi, c'est vraiment ça le travail d'éditeur, hein, Ouais. de d'apporter tout le soutien. Elle m'a demandé très peu de corrections, et c'était pas des corrections, c'était des discussions sur, en fait, voilà, je l'ai testé un peu autour de moi, peut-être ce terme-là, il est pas très compréhensible, peut-être que sous DIU, ce serait bien d'avoir la définition. Enfin, c'était vraiment des trucs de Des détails, compréhension. Il y a sur la couverture où ça a pris du temps, mais parce qu'il y avait aussi la question de... Il y avait la représentante, en fait, qui faisait les libraires et qui avait les retours des libraires. Et puis que, bah... De nouveau, c'était des questions de compréhension. Mhm. Par exemple, j'avais trouvé très intéressant la première couverture. Ben, du coup, vu que c'est un podcast, vous me voyez pas, mais je suis assise dans un fauteuil de grand-mère, une bergère avec des petites oreilles, n'est-ce Oui, pas? un très beau fauteuil En vert velours sapin. vert, voilà. Et c'est mon fauteuil fétiche à moi. C'était le fauteuil de ma grand-maman paternelle, voilà. Et donc, dans la première couverture, il y a Minnie Manon qui est assise dans ce fauteuil avec les jambes écartées et une énorme tache de sang à l'entrejambe et qui tire la gueule. Et en fait, cette couverture, on l'a testée. Et puis, ben, les retours, c'était un peu, mais en fait, pourquoi il y a un homme qui a ses règles? Pourquoi... un des retours était même, pourquoi il y a un grand-père qui a ses règles? Sauf que c'était Et puis- pas... Bah moi, enfin, les mini-manons, pour moi, c'est moi, donc qui sont genrés au masculin ou au féminin, c'est pas un problème. J'ai pas, enfin, oui, c'est un personnage qui est fluide, qui est pas spécifiquement genré. C'est un personnage qui a ses règles, certes, et qui subit du sexisme aussi. Mais au-delà de ça, c'est pas un personnage qui est genré, et puis c'est souvent, je dis, un mini-manon, enfin, voilà. Ouais. Et donc, bah, bien sûr qu'il n'y a aucun problème pour moi à ce qu'on le prenne pour pas une femme cis, quoi. Mais après, c'est pas le propos du livre. En l'occurrence, je parle de menstruation, et puis je veux pas que des personnes qui s'attendent à du coup avoir peut-être quelque chose sur la fluidité de genre, ou Ouais. voir sur la transidentité, achètent ce bouquin et se disent non, alors pas du tout, quoi. Bon, le titre donne quand même une indication. Pour rappel, le titre, c'est Sang dessus-dessous. Sang écrit S-A-N-G, comme le sang. Donc, ça donne quand même un peu une indication. Mais comme c'était... Enfin voilà, c'était... c'est vrai qu'après discussion, j'étais là, ben voilà, moi je veux pas... Ça sert à rien d'amener de la confusion quelque part où il n'y a pas besoin. Vu que c'est pas le sujet... Enfin, et du coup, bah là, on a changé la couverture, et puis j'en ai fait une autre. Et puis d'abord, on a essayé de féminiser, entre énormes guillemets,
mini Manon. Et vraiment, ça a donné un truc très rigolo. J'ai essayé de lui mettre des seins, mais ça apparaissait pas vraiment. Alors, on lui a mis avec un petit top, mais résultat, ça faisait encore plus type Marcel dans son fauteuil. Au final, elle fait quoi? Je lui mets un nœud rose parce que, bon, franchement, c'est le seul aspect de tout ça. Et donc, finalement, on l'a mise à poil. Et puis, elle a un sein comme ça. Voilà. Et on précise quand même qu'elle est dans une cup. Oui. À moitié remplie. Elle est Voilà. dans un bain cup. On voit un tout petit bout de sang. Et on voit un tout petit bout de sang. Ciel. Mais faut Ça reste aller très regarder. chaste. Merci beaucoup Manon d'avoir répondu à mes questions. Pour terminer, donc je rappelle que ton livre Sans dessus-dessous aux éditions Utopie est disponible en librairie ou sur le site des éditions. Et voilà, vraiment, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et à bientôt. Mais tout le plaisir était pour moi. Et merci pour l'interview et tout. Un grand merci pour votre écoute. Si ce nouveau format de Déguier le patriarcat vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux épisodes.